La colonisation britannique en Amérique du Nord trouve ses racines dans une combinaison d'intérêts économiques, religieux et politiques qui se sont manifestés dès le début du XVIIe siècle. Les premières implantations, comme celle de Jamestown en 1606, étaient surtout motivées par la recherche de ressources naturelles et par la volonté d'étendre la présence britannique à travers le monde. À ces enjeux s'ajoutaient les aspirations de groupes religieux cherchant à fuir les persécutions en Angleterre, voulant bâtir des sociétés selon leurs convictions. Ce mélange d'ambitions donna naissance à des colonies diverses, chacune évoluant suivant des orientations spécifiques. Dans le Nord, les puritains fondèrent des communautés centrées sur la religion et l'éducation, tandis que dans le Sud, l'économie agricole à base de plantations domina, reposant largement sur le travail des esclaves. Ces différences sociales et économiques façonnèrent des contextes coloniaux variés, mais partageant une condition commune face à la métropole britannique. Au fil des décennies, les colonies développèrent des structures politiques locales, notamment des assemblées représentatives créées pour gérer les affaires internes. Ces institutions répondaient à des besoins pratiques liés à l'éloignement géographique et aux réalités du terrain, mais elles suscitaient aussi une certaine autonomie vis-à-vis du pouvoir londonien. Par ailleurs, les relations commerciales entre colonies et Angleterre se complexifièrent, notamment à travers les lois sur la navigation qui cherchaient à contrôler le commerce pour l'avantage britannique. Cette gestion réglementaire, combinée à une fiscalité croissante, sema progressivement un ressentiment chez les colons, qui percevaient ces mesures comme une entrave à leur prospérité et à leur liberté. Toutefois, il est important de noter que cette opposition n'était pas immédiate ni unanime. En réalité, une grande partie des habitants coloniaux conservaient un attachement loyal à la couronne. La résistance prit forme lentement, s'appuyant sur une évolution des mentalités et un renforcement des aspirations à l'autonomie. Les tensions se manifestèrent également dans les conflits territoriaux qui opposaient les colonies britanniques à d'autres puissances européennes, telles que la France et l'Espagne. La guerre de la conquête, qui dura de 1754 à 1763, permit aux Britanniques de s'assurer un contrôle accru sur le continent nord-américain. La victoire française à Québec en 1613 avait laissé une importante présence française, mais l'issue de ce conflit réaffirma la suprématie britannique. Toutefois, cet élargissement territorial fut coûteux en ressources et en vie humaine, contribuant à un lourd endettement de la couronne. Pour compenser ces dépenses, Londres envisagea de nouvelles politiques fiscales qui ne furent pas bien accueillies par les colons. Ainsi, ce conflit européen au loin eut un impact direct sur les relations entre métropole et colonies, aggravant les tensions déjà présentes. Les colonies ne formaient pas un bloc homogène, mais partageaient ce sentiment croissant d'injustice vis-à-vis des décisions prises, sans leur consultation. Ce principe résumait la frustration majeure, l'absence de représentation directe au Parlement de Westminster, alors que les lois et les taxes imposées affectaient profondément leur vie quotidienne. Ce processus aboutit à une réflexion progressive sur les droits naturels et la légitimité du pouvoir exercé. Les idées des philosophes des Lumières, telles que celles de John Locke, circulaient parmi les élites coloniales, nourrissant un discours sur la souveraineté populaire et la protection des libertés individuelles. Paradoxalement, la nécessité de préserver leurs intérêts et leurs libertés débouchait sur une remise en cause de l'autorité britannique, sans que le rejet brutal soit immédiat. Cette maturation politique s'accompagnait d'une identité culturelle locale en pleine construction, issue d'un brassage d'influences diverses, y compris européennes et autochtones. La population des colonies, qui dépassait alors plusieurs millions d'individus, comprenait une variété de groupes sociaux et ethniques. Les Européens constituèrent la majorité, mais les groupes autochtones, africains réduits en esclavage, et les populations d'origine mixte participaient aussi à cette dynamique. Les relations avec les peuples autochtones, souvent marquées par des alliances temporaires ou des conflits, influençaient aussi les équilibres régionaux. L'implantation des colonies affectait profondément les territoires occupés par ces populations, provoquant des changements durables. Simultanément,
Le système esclavagiste, particulièrement développé dans les colonies du Sud, structura l'économie et la société, instaurant des rapports de domination qui marqueraient durablement l'histoire américaine. Malgré ces tensions internes et extérieures, la vie quotidienne des colons poursuivait son cours, avec une croissance démographique notable et un développement progressif des villes et des infrastructures. Les années qui précèdent la Révolution sont caractérisées par une succession de mesures répressives émanant du gouvernement britannique, tels que les fameux actes de Townshend ou encore la loi sur le thé, qui visait à affirmer l'autorité londonienne tout en taxant les territoires d'outre-mer. Ces lois rencontrèrent une opposition de plus en plus structurée, incarnée notamment par des congrès et des rassemblements où les représentants coloniaux débattaient de stratégies communes. La résistance prit diverses formes, allant de boycotts économiques à des manifestations publiques, symbolisées par des événements tels que la Boston Tea Party en 1763, lorsqu'une cargaison de thé fut jetée dans le port en Breteuilland, signe de protestation. Ces actions exprimaient un rejet croissant des politiques perçues comme arbitraires et une volonté de défendre des droits jugés fondamentaux. Le rôle des leaders politiques et intellectuels devint ainsi central dans la préparation des étapes suivantes, notamment la rédaction de documents essentiels, dont la déclaration d'indépendance. Par ailleurs, la communication entre les colonies s'intensifia, renforçant un sentiment d'unité malgré leurs différences. Cette coopération nouvelle fut essentielle pour coordonner la contestation et poser les bases d'une future confédération. Jusqu'alors, les rivalités locales avaient freiné une organisation efficace. Mais face à la pression grandissante de la métropole, un intérêt commun émergea. L'Assemblée continentale, qui se réunit dès 1765, représenta un moment clé de cette évolution, donnant naissance à une structure politique unifiée, capable de négocier et, finalement, de rompre avec la domination britannique. L'élaboration d'une nouvelle vision du pouvoir politique et de la légitimité se développa parallèlement à ce processus. La Révolution n'était donc pas qu'un soulèvement armé, mais le résultat d'un long cheminement historique, social et intellectuel qui avait permis la naissance d'une identité américaine distincte. Les fondations posées par ces événements préparent ainsi le terrain pour comprendre la rupture majeure que représente la guerre d'indépendance. Cette guerre, commencée en 1776, fut l'aboutissement d'un conflit complexe entre fidélité à la couronne et aspiration à la liberté. Derrière les affrontements militaires se trouvent des enjeux profonds relatifs à la construction d'une nation fondée sur de nouveaux principes. Cette période inaugure également la réflexion sur la forme que prendra le nouveau gouvernement, en rupture avec les systèmes monarchiques traditionnels. Elle marque une étape décisive dans l'histoire mondiale, symbolisant la naissance d'un modèle politique qui influencera durablement d'autres mouvements d'indépendance et démocratique. Le contexte historique de la colonisation américaine est donc essentiel pour saisir les origines de cette transformation. Ces éléments permettent de mieux comprendre les raisons derrière la résistance croissante des colonies, les débats internes complexes et les choix qui conduisirent finalement à la rupture. Le contexte social, économique et idéologique de cette époque révèle à quel point la naissance des États-Unis fut un processus profondément ancré dans les réalités du temps. Ce processus fragile composait un équilibre instable entre respect des traditions et désir de changement, entre héritage britannique et aspirations nouvelles. La richesse de ce contexte historique éclaire les raisons pour lesquelles la Révolution américaine reste un moment clé, non seulement pour l'Amérique du Nord, mais pour l'histoire universelle. En poursuivant l'exploration, il deviendra possible d'approfondir les événements précis qui marquèrent cette lutte. Une analyse plus détaillée des batailles, des stratégies militaires et des figures emblématiques sera ainsi proposée dans la suite du récit. Les tensions croissantes avec la couronne britannique. Les relations entre les colonies nord-américaines et la couronne britannique se sont profondément transformées au cours du XVIIIe siècle, évoluant vers une tension croissante sans qu'aucune guérison apparente ne soit possible. Au cœur de ces frictions se trouvait une série de mesures politiques et économiques
mises en place par le Parlement britannique dans le but de réguler et de contrôler les colonies, notamment la fiscalité et le commerce. Ces dernières éveillèrent un sentiment d'injustice croissant parmi les colons. Les premières décennies du XVIIIe siècle furent marquées par une relative autonomie des colonies, qui purent s'organiser selon leurs besoins locaux. Cependant, la situation changea avec la montée des adaptations impériales suite aux guerres européennes, et particulièrement après la guerre de 7 ans. La couronne, lourdement endettée, chercha à augmenter ses recettes en s'appuyant davantage sur ses possessions coloniales. Cette réalité fut traduite par l'adoption de diverses lois fiscales, comme le Stamp Act que le Parlement britannique introduisit dans le but d'imposer directement les habitants des colonies. Le Stamp Act, adopté en 1765, exigeait l'usage de timbres pour certifier la taxation de nombreux documents, papiers et imprimés. Il fut perçu comme une imposition nouvelle et injustifiée, car décidée sans représentation directe des colonies au Parlement. Cette situation introduisait le débat fondamental connu sous la formule « pas de taxation sans représentation ». Les colons commencèrent alors à s'interroger sur leur place dans l'Empire et sur les droits politiques qui leur revenaient. Cette première loi n'était qu'un exemple parmi d'autres du durcissement de la politique britannique. Le Parlement adopta ensuite le Townshend Act en 1767, mettant des taxes sur une série de biens importés. L'objectif était de financer l'entretien des troupes britanniques restées en Amérique après la guerre de 7 ans, notamment pour protéger les territoires acquis. Cette nouvelle politique provoqua une résistance plus organisée, notamment à travers des boycotts des produits anglais qui eurent un impact économique significatif. Outre la fiscalité, les lois commerciales jouèrent également un rôle central dans la montée des tensions. Les colonies étaient soumises au système de navigation imposé par Londres, qui limitait leur capacité à commercer librement avec d'autres pays, ou même entre elles dans certains cas. Ce régime économique visait clairement à préserver la suprématie britannique, en contrôlant les matières premières et en réorientant les échanges vers la métropole. Cette situation était considérée comme un frein à la prospérité des colonies et un signe évident d'inégalité. Il convient d'y ajouter la présence militaire britannique qui, à partir de 1763, se fit plus imposante afin de maintenir l'ordre et de protéger les intérêts coloniaux. L'installation de soldats dans les villes coloniales créa une atmosphère pesante. Des incidents comme le massacre de Boston vinrent cristalliser le ressentiment contre les autorités britanniques. L'armée britannique fut perçue moins comme une force protectrice que comme un instrument d'oppression. Le rôle du Parlement britannique dans cette crise était complexe. De sa part, Londres considérait ces mesures comme nécessaires au bon fonctionnement de l'Empire et à la répartition des charges entre toutes ses parties. La doctrine politique dominante soutenait que les colonies bénéficiaient de la protection britannique et devaient contribuer à hauteur de leurs capacités. Pourtant, du point de vue des colons, cette logique semblait unilatérale et déconnectée de leur réalité locale. L'absence de députés coloniaux à Westminster empêchait tout dialogue véritable. Un autre aspect important fut la montée des idées politiques qui circulaient dans les colonies. Des penseurs influents, inspirés par les Lumières européennes, commencèrent à questionner le pouvoir monarchique et la légitimité des lois imposées sans consentement. Ce débat souleva des notions comme la souveraineté populaire et le droit naturel. Les pamphlets, journaux et assemblées coloniales diffusèrent largement ces idées, contribuant à structurer une identité politique distincte. Face à cet environnement, diverses formes de résistance prirent corps, parfois dans le cadre légal des assemblées coloniales, parfois sous des formes plus radicales, des manifestations publiques, des refus de payer les taxes, voire des actes de désobéissance civile furent des manifestations tangibles de cette contestation croissante. Ces mouvements révélaient une conscience collective qui se nourrissait des frustrations accumulées, sans envisager initialement une séparation complète, mais réclamant davantage d'équité et de reconnaissance. Il est important également de noter que ces tensions ne se manifestaient pas de manière uniforme dans toutes les colonies. Certaines, plus dépendantes économiquement ou culturellement, étaient
plus réticentes au conflit, tandis que d'autres, souvent celles avec une économie plus dynamique ou investies par une forte tradition d'autonomie locale, se montraient plus virulentes. Ce patchwork colonial reflétait la diversité sociale et économique de l'Amérique du XVIIIe siècle. Dans cette dynamique, la communication entre Londres et les colonies souffrait d'un décalage permanent. Les décisions prises en métropole, souvent éloignées des réalités on ne peut plus concrètes, paraissaient rigides et inadaptées. Les représentants britanniques pouvaient sous-estimer la détermination croissante des colons, tandis que ceux-ci interprétaient chaque loi nouvelle comme une atteinte supplémentaire à leurs droits fondamentaux. Ainsi, malgré les tentatives britanniques de régulation et de contrôle, la situation évoluait vers un profond malaise. Le système colonial, conçu pour intégrer les possessions sous une égide commune, se fissurait sous le poids des contestations répétées. La couronne britannique se retrouvait face à un dilemme: renforcer l'autorité au risque d'aggraver le conflit, ou chercher un compromis que les réalités politiques rendaient difficile. Ce contexte d'hostilité latente et de négociations conflictuelles prépara le terrain aux événements majeurs qui allaient suivre. En effet, les lois restrictives et les débats sur la représentation ouvrirent une ère nouvelle où la relation entre les colonies et la métropole ne pourrait plus être la même. La tension accumulée et les frustrations non apaisées menèrent progressivement à une radicalisation des positions. Cette période, marquée par des décisions cruciales et un réveil politique, annonçait en creux la naissance d'un projet d'indépendance. Les réflexions politiques n'étaient pas seulement un souci des élites, elles traversaient toutes les couches de la société coloniale. Les discussions dans les assemblées locales, les réunions dans les tavernes et les échanges au sein des communautés participaient à cette construction d'une conscience commune. Ainsi, la résistance n'était plus seulement une réaction isolée, mais une démarche collective structurée autour de principes partagés. Au final, cette phase de tension exacerbée avait pour effet d'élargir le débat sur le statut des colonies au sein de l'Empire. Le sentiment d'appartenance était remis en cause, et l'idée même d'une nation fondée sur un pacte égalitaire prenait progressivement forme. La complexité de cette évolution réside dans le croisement entre des intérêts économiques, des idées politiques et des réalités sociales diverses. Loin d'être une histoire simple, elle est celle d'un processus de transformation à la fois conflictuel et porteur d'une nouvelle identité. C'est dans cette atmosphère de crise et de remise en question que s'inscrivent les mesures ultérieures et la montée en puissance des revendications. La suite de cette histoire explorera comment, à partir de ces conflits de principes et de pratiques, les colonies américaines se dirigèrent vers la rupture avec la couronne et la déclaration de leur indépendance. Le parcours de cette lutte aux multiples facettes témoignera d'un moment fondamental dans la construction des États-Unis. La résistance organisée des colonies. Les premières années suivant l'installation des colons en Amérique du Nord furent marquées par un développement progressif d'une conscience collective. Face aux différentes taxes imposées par la couronne britannique, les colonies commencèrent à s'organiser, non pas par des actes de violence immédiates, mais par des formes pacifiques de contestation. Cette période initiale fut caractérisée par la convocation de réunions locales, où les représentants des communautés débattaient des mesures fiscales et politiques perçues comme injustes. Ces assemblées représentaient le premier pas vers une coordination à plus grande échelle, propre à unir les différentes colonies dans une résistance commune. Les comités de correspondance joueront un rôle central dans la diffusion des informations et dans la création d'un réseau d'échange entre les colonies. Ces groupes, souvent composés de citoyens engagés, faciliteront une meilleure compréhension des enjeux auxquels chaque colonie faisait face. Par le biais de lettres et de messages, les colons s'informaient des décisions hostiles imposées par la métropole, ce qui renforçait leur volonté de résister. Cette organisation semi-formelle permit de surmonter les distances géographiques qui séparèrent les colonies, accélérant ainsi la coordination des futures actions collectives. Les manifestations pacifiques se multiplièrent, souvent sous la forme de rassemblements publics où les habitants exprimaient leur mécontentement. Le refus de certains de consommer les produits taxés
constituait une méthode non violente de protestation. Parmi les exemples les plus célèbres, on compte le boycott des thés britanniques qui donna lieu à des événements emblématiques. Ces initiatives viseront à mettre sous pression les autorités britanniques en montrant l'unité des colons et leur capacité à s'organiser. L'adhésion populaire à ces actions contribua à renforcer le sentiment d'appartenance à une cause commune. Parallèlement, les assemblées législatives locales cherchent des moyens d'encadrer la réponse politique aux décisions de la couronne. Ces corps élus, bien que distincts et autonomes, débutèrent des efforts concertés afin de représenter les intérêts communs. Leurs délibérations portaient sur les stratégies à adopter face aux lois répressives, notamment les imposantes taxes sur le papier, le sucre et d'autres marchandises. Une attention particulière était portée à la légitimité des décisions prises à Londres vis-à-vis des droits des colons, ce qui alimentait des débats sur la justice et la souveraineté. Le rassemblement des colonies autour de revendications partagées prit un relief particulier lors des premiers congrès continentaux. Ces assemblées réunissaient des délégués issus de plusieurs colonies afin de définir une position commune. Le premier congrès continental, organisé dans la seconde moitié des années 1760, fut un jalon important dans l'unification politique de la résistance. Les participants y débattaient de la légitimité des taxes et des mesures coercitives, tout en explorant des moyens de pression collective. Ce forum permit de traduire en textes officiels les revendications des colons, renforçant ainsi leur position face à la couronne. Les débats se concentrèrent également sur la nature du lien entre les colonies et la métropole. Certains défendaient encore l'idée d'une relation loyale fondée sur la négociation et le respect mutuel, tandis que d'autres commençaient à envisager la possibilité d'une autonomie plus affirmée. Cette diversité de points de vue caractérisait la complexité de la situation et témoignait des différentes réalités vécues au sein des colonies. Malgré ces nuances, la volonté commune de contester les décisions imposées sans leur consentement lia les participants dans un mouvement de plus en plus organisé. La création d'un système de coordination militaire prit forme avec la mise en place de milices locales. Ces forces armées improvisées ne visaient pas dans un premier temps à la confrontation, mais à la préparation et à la défense en cas d'action hostile. Leur existence traduisait une prise de conscience nouvelle quant à la nécessité de se doter d'un appareil capable d'assurer la sécurité face à des menaces extérieures. La constitution de ces groupes s'accompagnait d'un renforcement des liens entre les colonies, facilitant un échange de matériel et de savoir-faire militaire. Les pamphlets et les écrits politiques jouèrent un rôle majeur dans l'éveil des consciences. Des textes soigneusement élaborés exposaient les raisons de la contestation et apportaient des arguments en faveur des droits des colons. Ces documents circulaient largement, en particulier dans les milieux urbains où l'alphabétisation et l'accès à l'imprimerie étaient plus répandus. Ils participaient à la construction d'une opinion publique critique envers la politique britannique, tout en forgeant l'identité collective des colons. Cette propagation des idées contribua à la formation d'un discours commun qui allait s'imposer comme la base idéologique de la révolution à venir. Le rôle des femmes fut également significatif dans cette période de contestation pacifique. Par l'organisation de boycotts, la fabrication de tissus locaux et le soutien aux familles des participants, elles contribuèrent au mouvement d'une manière discrète mais essentielle. Leur engagement renforçait le tissu social et politique des colonies, en étendant la portée de la résistance au-delà des seuls hommes engagés politiquement. Cette participation élargie témoigne de la nature collective et inclusive des prémices de la Révolution. La réaction britannique face à ces premières formes de résistance fut d'abord hésitante, puis de plus en plus ferme. Les autorités tentèrent de concilier répression et négociation, mais chaque mesure coercitive renforçait la détermination des colons. Les actes punitifs, comme la fermeture du port de Boston ou les déclarations d'état d'urgence, eurent pour effet de multiplier la mobilisation. Ces gestes furent perçus comme des violations des droits et provoquèrent un durcissement des positions. Ainsi, la confrontation politique, bien que dans un premier temps pacifique,
prenait lentement les contours d'un affrontement plus marqué. La coordination progressive des colonies se traduisit aussi par la standardisation des revendications et par la création d'un vocabulaire politique commun. L'élaboration de résolutions collectives permit de formuler clairement les griefs à adresser à la couronne. La répétition des appels au respect des droits naturels et au principe du gouvernement représentatif indiqua une volonté de fonder un nouvel ordre politique respectant ces valeurs. Cette unité d'expression facilitait la communication avec les autorités britanniques ainsi qu'avec la population interne, préparant le terrain pour une mobilisation élargie. Dans le même temps, les colons prirent conscience de l'importance stratégique de certaines localités et infrastructures. Le contrôle des ports, des routes commerciales et des dépôts de munitions devint un enjeu majeur. L'organisation en réseau pour protéger ces points clés montrait une planification avancée qui allait s'avérer vitale lors des conflits ultérieurs. Ce pragmatisme dans l'approche démontre que la résistance ne se limitait pas à un simple mouvement de protestation, mais constituait une réponse structurée et réfléchie face aux politiques du Britannique. Les avancées technologiques et l'émergence d'une presse locale contribuaient à nourrir le débat public et à diffuser les informations nécessaires à la mobilisation. Les imprimeurs jouèrent un rôle essentiel, parfois risqué, en publiant des contenus critiques qui alimentaient la réflexion collective. Par ce biais, les colonisateurs prirent conscience d'une communauté d'intérêts qui transcendait les frontières coloniales. Cette dynamique participative permit d'impliquer un plus grand nombre d'individus dans le processus de prise de décision et dans la construction du futur cadre politique. L'éducation et la culture juriste parmi les élites coloniales favorisèrent également la compréhension et la contestation des fondements du pouvoir britannique. Le recours aux idées issues des Lumières européennes, notamment sur les droits de l'homme, permit de justifier la résistance sur des bases rationnelles et universelles. Cette assimilation des concepts éclairés offrait une légitimité intellectuelle aux revendications coloniales, renforçant ainsi la position adoptée lors des négociations. La convergence de ces réflexions aboutira à la rédaction de documents fondamentaux qui scelleront l'identité politique des futurs États-Unis. Enfin, les interactions avec les populations autochtones eurent une influence indirecte sur la structuration de la résistance coloniale. Certaines alliances stratégiques furent établies pour garantir une certaine stabilité dans les territoires frontaliers. Ces partenariats, malgré leur complexité, contribuaient à protéger les intérêts économiques et militaires des colons. En conséquence, la dimension géopolitique de la contestation se complexifiait, intégrant des enjeux multiples au-delà de la simple opposition à la métropole. Ce contexte multi-acteurs influa sur la manière dont la révolution allait se déployer. La combinaison de ces éléments aboutit progressivement à une organisation plus cohérente et déterminée. Cette période d'éveil et de coordination fut essentielle à la gestation d'un mouvement capable de se transformer rapidement en lutte ouverte lorsque la situation l'exigerait. Le passage du simple mécontentement à une résistance organisée permettait aux colonies de devenir une entité politique comparable et parfois supérieure à l'autorité britannique. Ainsi, la scène était prête pour les évolutions décisives à venir, dans lesquelles la déclaration d'indépendance et les premiers affrontements militaires allaient trouver leur place naturelle. Le déclenchement des hostilités. Les tensions accumulées depuis plusieurs années entre les colons des 13 colonies d'Amérique du Nord et la couronne britannique atteignirent un point critique au milieu des années 1760. Les origines de ces frictions remontaient à une série de mesures fiscales imposées par le Parlement britannique, sans consultation des colonies, ce qui avait nourri un profond ressentiment parmi les habitants. Cette succession d'actes, parmi lesquels la célèbre loi sur le timbre et les taxes sur le thé, fut perçue comme une atteinte directe à leurs droits et libertés. Les colons revendiquaient l'aucune taxation sans représentation, soulignant l'absence de voix au Parlement pour défendre leurs intérêts. Les manifestations pacifiques s'intensifièrent, se transformant progressivement en actes de résistance plus affirmés. Le célèbre Boston Tea Party illustre ce basculement. Dans la nuit, un groupe de colons déguisés en Amérindiens jeta à la mer des cargaisons de thé.
marquant leur refus catégorique des droits imposés. Cet événement fut une provocation directe, déclenchant une réaction ferme de la part de Londres. En réponse, le gouvernement britannique imposa les « lois intolérables », mesures répressives visant à punir le Massachusetts et à restaurer l'autorité royale. Ces décisions renforcèrent le sentiment d'unité entre les colonies, qui commencèrent à s'organiser collectivement en vue d'une défense commune. Dans ce contexte, la première assemblée continentale fut convoquée à Philadelphie en 1774. Ce rassemblement de délégués issus de 12 colonies permit de coordonner une réponse unifiée face aux mesures britanniques. La création de milices armées et le boycott des produits britanniques témoignaient d'une montée en puissance du mouvement indépendantiste. Cependant, malgré ces initiatives, la majorité espérait encore une résolution négociée de ce conflit, affirmant leur loyauté à la couronne tout en exigeant le respect de leurs droits. L'escalade des confrontations devint inévitable avec l'arrivée de troupes britanniques envoyées pour faire respecter l'ordre. La tension atteignit son paroxysme dans la nuit du 19 avril 1775 à Lexington et Concorde. Ces deux combats, relativement brefs, sont considérés comme le déclenchement officiel des hostilités entre les colons et les troupes royales. À Lexington, les miliciens coloniaux, appelés Minutemen, firent face à une colonne britannique en marche vers Concorde, où étaient entreposées des munitions. Le choc fut violent, marquant une rupture définitive. Ces affrontements initiaux eurent un impact considérable sur le moral et la mobilisation des colons. Ils révélèrent la détermination d'une population prête à défendre ses droits par les armes. En réaction, le Congrès continental se réunit à nouveau pour formaliser une armée continentale sous le commandement de George Washington. Ce choix fut significatif, car Washington, officier expérimenté, incarnait l'unité et la légitimité de la résistance. La formation de cette armée marquait un tournant vers une lutte organisée, loin des protestations sporadiques des années précédentes. La situation au loin, en Europe et dans d'autres colonies, n'était pas sans influence sur le développement du conflit. La guerre suscite des débats intenses au Parlement britannique entre ceux prônant une répression sévère et d'autres recommandant la conciliation. Par ailleurs, les intérêts économiques et stratégiques des grandes puissances jouèrent un rôle indirect, notamment la France qui commença à envisager un soutien discret aux insurgés, motivé autant par une revanche sur la Grande-Bretagne que par le désir de préserver son influence. La tension croissante incita également les colons à réfléchir sur leur avenir politique. La querelle dépassait désormais la simple contestation fiscale et soulignait une différence fondamentale quant à la notion de gouvernement et d'autonomie. Certains défendaient encore la fidélité à la couronne, tout en revendiquant des droits, tandis que d'autres penchaient vers l'indépendance complète. Cette divergence inspira des débats intenses au sein du Congrès et parmi les populations civiles, préparant ainsi les conditions d'une rupture majeure. Dès lors, la déclaration d'indépendance devint une question centrale. Cette étape, bien que survenant formellement en 1776, trouva ses racines dans ses premiers affrontements. La rédaction du document énonça clairement les griefs envers la couronne et affirma le droit des colonies à se gouverner en toute liberté. Ce texte symbolisait un engagement collectif, sacralisant la rupture et légitimant la lutte entreprise. Il s'appuya également sur des principes philosophiques nouveaux, mettant en lumière des idées d'égalité et de droit naturel. En somme, le déclenchement des hostilités entre les colons et l'armée britannique fut le résultat d'une longue accumulation de tensions politiques et économiques. Chaque étape vers la guerre révéla une transformation progressive des mentalités et des institutions. Le passage de la contestation à la Révolution fut marqué par des événements concrets, traduisant l'irréversibilité du conflit. Ce moment historique ouvrit la voie à l'émergence d'une nouvelle nation fondée sur des principes jusque-là inédits dans le Nouveau Monde. Alors que les premiers affrontements gazèrent la scène politique et militaire, ils préparèrent également le terrain pour les batailles à venir. L'histoire continuera à dévoiler les stratégies, les sacrifices et les espoirs qui entourèrent la naissance des États-Unis.
témoignant des défis complexes qui accompagnent la construction d'une nation libre et souveraine. La déclaration d'indépendance. Avant cette annonce solennelle, les colonies avaient déjà connu plusieurs épisodes conflictuels, dont le fameux Boston Tea Party de 1773, où des colons protestaient contre la taxe sur le thé. Ces actes de rébellion traduisent une frustration profonde face à ce que les Américains appelaient la taxation sans représentation, un principe refusant tout impôt sans consentement des gouvernés. Cette situation a conduit à la convocation du Congrès continental en 1774, réunissant des délégués de chacune des colonies pour coordonner leurs réponses face à la couronne. Le développement de la déclaration s'est appuyé sur des idées philosophiques déjà présentes dans les Lumières, notamment celle de John Locke sur les droits naturels et le contrat social. L'idée d'un gouvernement légitime, reposant sur le consentement des gouvernés, s'est imposée comme un fondement théorique essentiel. Ainsi, les rédacteurs de ce document ont cherché à justifier l'indépendance non seulement par des griefs pratiques, mais aussi par un cadre moral universel, faisant appel aux valeurs de liberté et d'égalité devant la loi. Thomas Jefferson, principal auteur de la Déclaration, s'est efforcé de réunir ces principes en un texte clair et accessible. Adoptée le 4 juillet, cette proclamation énonce que toutes les personnes sont dotées de droits inaliénables, notamment celui à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur. Elle affirme également que lorsque tout gouvernement devient destructeur de ses fins, le peuple a le droit de le modifier ou de l'abolir. Ces arguments sont formulés de manière à raisonner largement au-delà des simples intérêts des colons, avec un appel au peuple du monde entier. La déclaration ne fut pas simplement un acte symbolique, elle déclencha immédiatement des conséquences radicales. Elle officialisa la rupture politique et poussa les colonies à s'organiser militairement pour défendre leur nouvelle souveraineté. Le conflit, déjà latent, prit la forme d'une guerre ouverte, marquée par plusieurs batailles cruciales, dont celle de Lexington et Concorde, qui se déroulèrent peu de temps après. Chaque victoire ou défaite renforçait ou affaiblissait la volonté des rebelles, mais la déclaration permit de maintenir la cohésion autour d'un objectif commun. Politiquement, l'acte fondateur de 1776 engageait les colonies à la construction d'un État qui respecterait les libertés proclamées. Cela impliquait de repenser les structures administratives, les relations internationales et même l'économie interne, souvent encore largement agricole. Les premiers gouvernements locaux expérimentèrent diverses formes de pouvoir démocratique par délégation, posant ainsi les fondations des futures institutions américaines. La portée symbolique de la déclaration dépasse largement le contexte immédiat des colonies anglaises. Dans le monde entier, ce texte inspira d'autres mouvements de libération et des réformes démocratiques. La France, par exemple, influencée par cette expérience, vit émerger des débats sur les droits de l'homme moins d'une décennie plus tard. De même, les principes énoncés trouvèrent écho dans diverses constitutions à travers les continents. Cependant, il convient de souligner que l'idéal proclamé n'était pas immédiatement réalisé pour tous. Des contradictions apparurent dès le départ concernant l'esclavage et les droits des femmes. Ces questions allaient devenir, au fil des décennies, des défis majeurs à relever pour que la nouvelle nation puisse incarner réellement les valeurs énoncées. Le processus d'émancipation fut long et complexe, ponctué de conflits internes et de transformations sociales importantes. Dans le contexte militaire, l'indépendance fut difficile à obtenir. Les troupes patriotes durent compter sur l'aide déterminante de puissances étrangères, notamment la France, qui apporta un soutien logistique et militaire crucial. Cette alliance internationale modifia les rapports de force et permit aux colons de tenir tête à l'armée britannique, mieux équipée et entraînée. Le siège de Yorktown constitue l'un des moments décisifs aboutissant à la reddition des forces royales. Ainsi, la déclaration d'indépendance ne représente pas une simple rupture, mais le premier acte d'un long processus de construction étatique et sociale. Elle incarne une vision, certes encore imparfaite, d'un peuple aspirant à définir son destin, à imposer des règles fondées sur la liberté et la justice.
Le courage politique de l'époque ouvrit la voie à d'autres expérimentations démocratiques qui allaient transformer le monde occidental. En conclusion, ce texte capital de 1776 demeure un témoignage majeur de l'émancipation politique des 13 colonies et la naissance des États-Unis d'Amérique. Son adoption rappelle que les processus historiques sont souvent lents et marqués par des contradictions, mais que les idées peuvent orienter les actions vers la réalisation d'une société nouvelle. Ce récit, riche de ses implications, introduit la suite des événements, où la jeune nation devra affronter les défis liés à sa consolidation et à la pérennisation de ses institutions. Les grandes batailles de la guerre d'indépendance. Les combats majeurs qui ont façonné la guerre d'indépendance américaine reflètent l'évolution stratégique et politique de ce conflit. L'aventure débute en avril 1775, lorsque les affrontements de Lexington et Concord marquent la première opposition armée entre les colons et les forces britanniques. Ces escarmouches, toutefois limitées en intensité, révolutionnent la dynamique du conflit, prouvant que la rébellion ne se cantonnerait pas à de simples manifestations, mais deviendrait une lutte ouverte pour l'autonomie. L'année 1775 voit également la bataille de Bunker Hill. Ce combat intense proche de Boston illustre la détermination des insurgés face à une armée considérée comme la plus puissante du monde. Malgré une défaite tactique, les pertes britanniques importantes démontrent la capacité des régiments coloniaux à résister, renforçant la confiance des rebelles. Cette bataille est un prélude aux engagements plus amples à venir et à une guerre qui s'installera dans la durée. En 1776, l'adoption de la déclaration d'indépendance le 4e de juillet marque un tournant idéologique. Cette proclamation officielle change la nature du conflit, transformant la lutte locale en guerre pour la création d'une nouvelle nation. Cependant, cette année est aussi synonyme de revers, avec la défaite britannique, de nouveau, à la bataille de Long Island à la fin de l'été. Ce revers contraint les forces américaines à une série de retraites stratégiques, une période difficile d'où elles émergeront renouvelées. L'hiver de 1776 à 1777 est dramatique, notamment avec la célèbre traversée du Delaware par George Washington. Cet acte audacieux mène à la victoire à Trenton, un succès capital qui revitalise le moral des troupes. Ce moment illustre la résilience et la capacité d'adaptation des insurgés, malgré des conditions climatiques extrêmes et un équipement souvent insuffisant. Durant l'année 1777, la bataille de Saratoga est un point d'inflexion crucial. La capture importante d'une armée britannique ouvre la voie à une alliance stratégique avec la France. Ce soutien international apporte ressources, soldats et un important appui naval, modifiant sensiblement l'équilibre des forces et démontrant l'envergure désormais mondiale de cette guerre d'indépendance. L'année 1778 est marquée par des combats plus dispersés mais significatifs, notamment dans le sud. Les conflits autour de Charleston et de Camden montrent la détermination britannique à conserver ses possessions, mais aussi la ténacité des forces patriotes qui adoptent des tactiques de guérilla. Ces batailles moins conventionnelles jouent un rôle déterminant dans l'épuisement progressif des troupes britanniques. La campagne de Yorktown, en 1781, est le point culminant de la guerre. Le siège orchestré par les forces combinées américaines et françaises aboutit à la reddition du général Cornwallis. Cette victoire militaire favorable aux patriotes impose une conclusion politique inévitable, amorçant des négociations pour mettre fin au conflit et confirmer l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Parallèlement aux affrontements, la gestion des ressources, la logistique et le soutien populaire constituent des dimensions clés de la guerre. Les occupants britanniques, malgré leur puissance, peinent à maintenir un contrôle efficace sur un territoire vaste et secoué de divisions internes. De leur côté, les insurgés bénéficient d'un appui varié entre volontaires, milices locales et troupes régulières, témoignant d'un engagement collectif dans la quête d'une souveraineté nouvelle. Le rôle des alliances émergentes au cours de ces années
renouvelle l'esprit du conflit. L'aide française, avec des figures telles que le comte de Rochambeau, unifie les stratégies militaires, tandis que le soutien logistique et diplomatique essentiel des Pays-Bas et de l'Espagne augmente la pression sur la Grande-Bretagne. Ce réseau d'alliances révèle une dimension internationale souvent sous-estimée, soulignant la portée géopolitique de la guerre d'indépendance. L'étude de ces batailles clés met également en lumière l'évolution des tactiques militaires. Le passage progressif d'une guerre traditionnelle à des formes de combat irrégulières, adaptées au territoire américain, modifie profondément les modes d'opération. Les milices coloniales et les forces régulières combinent connaissance du terrain et techniques de combat pour affaiblir une armée conventionnelle souvent rigide. Cet ensemble d'événements sera déterminant pour la construction de la nouvelle nation américaine. Chaque victoire et chaque défaite participent à la définition de l'identité politique, militaire et sociale des États-Unis. Le processus amorcé par ces combats traduit la volonté collective d'une souveraineté basée sur des principes républicains, qui trouveront leur expression dans la Constitution à venir. Ce parcours historique, bien que marqué par la violence des armes, révèle une dynamique globale qui dépasse les simples affrontements militaires. Il exprime une transformation radicale d'un ancien système colonial vers une société autonome. Les batailles sont ainsi autant de moments charnières dans une quête plus large d'émancipation politique et culturelle. Il est essentiel de considérer que la guerre d'indépendance ne se limite pas à ces scènes typiques. Elle inclut aussi des aspects moins visibles comme la diplomatie, les efforts économiques et la gestion des tensions internes entre différentes factions patriotes. Ces dimensions contribuent à une compréhension plus complète de la complexité du conflit. En conclusion, comprendre ces combats majeurs permet de mieux saisir l'essence de la guerre d'indépendance américaine. Ils incarnent le passage d'une subordination coloniale à l'émergence d'une nation souveraine, fruit de sacrifices et d'une organisation collective. La mémoire de ces événements continue à nourrir la réflexion sur les valeurs fondamentales des États-Unis. Ces éléments historiques annoncent naturellement la suite de notre réflexion, qui portera sur le rôle des idéologies et des figures intellectuelles dans la consolidation de l'indépendance et la naissance des institutions américaines. Cette étape nourrit la compréhension profonde des transformations politiques accompagnant les victoires militaires récemment évoquées. Le rôle des alliances internationales. Le conflit entre les colonies nord-américaines et la couronne britannique n'a pas été une affaire strictement locale. Dès les premiers soubresauts, la guerre d'indépendance américaine s'est inscrite dans un contexte international complexe, où les intérêts des grandes puissances européennes jouaient un rôle crucial. L'alliance la plus déterminante fut sans aucun doute celle conclue avec la France, un partenaire dont le soutien a modifié de manière décisive le cours des événements et la reconnaissance ultérieure des États-Unis. Les hostilités commencèrent en effet dans un climat où la Grande-Bretagne dominait les mers et les colonies, mais incitait en parallèle à des rivalités entre puissances européennes. La France, longtemps adversaire rival, se montra intéressée à affaiblir son ennemi traditionnel en soutenant les insurgés américains. Ce soutien prit différentes formes, allant de la fourniture secrète d'armes et de munitions à une aide militaire ouverte. Ce positionnement stratégiquement calculé répondait à la fois à la volonté de rehausser son influence internationale et à la volonté de contrer l'expansion britannique. Les premières initiatives françaises furent discrètes mais significatives, notamment à travers le soutien donné aux milices coloniales dès 1765. Le transfert d'armes, de poudre et de vétérans expérimentés permit à la résistance de gagner en efficacité. Par ailleurs, l'intelligence et la diplomatie française jouèrent un rôle primordial pour convaincre d'autres nations européennes que l'appui aux colonies rebelles pouvait limiter la prépondérance britannique. La diplomatie menée par des figures comme Benjamin Franklin à Paris accentua ce mouvement vers une reconnaissance progressive. L'alliance formalisée en 1778 établit des engagements clairs. La France reconnut l'indépendance imminente des États-Unis, s'engagea dans la guerre contre la Grande-Bretagne et fournit des troupes régulières ainsi qu'une
flotte capable de contester la suprématie navale anglaise. L'importance de cette aide ne doit pas être sous-estimée, car elle permit aux insurgés de soutenir des opérations militaires d'envergure sur plusieurs fronts. Outre l'appui militaire, la contribution financière française fut essentielle pour maintenir l'effort de guerre, souvent sous tension face aux difficultés économiques rencontrées par les colonies. Par ailleurs, l'expertise militaire des officiers français, notamment celle de Rochambeau, renforça la capacité des combattants américains à organiser des campagnes coordonnées et à conduire des sièges cruciaux. Les alliances ne se limitèrent pas à la France. D'autres acteurs, moins connus, apportèrent leur concours. L'Espagne, par exemple, bien qu'hésitante à proclamer une alliance officielle, fournit un soutien matériel indirect, notamment dans la région du golfe du Mexique. Cette participation étendit le théâtre des opérations et obligea la Grande-Bretagne à disperser ses forces sur plusieurs fronts, ce qui affaiblit sa capacité à concentrer ses moyens contre les forces insurgées. La contribution des Hollandais se manifesta surtout par des prêts financiers indispensables aux colonies américaines qui manquaient cruellement de ressources. Enfin, certains mercenaires venus d'Allemagne, bien que recrutés par les Britanniques, passèrent parfois du côté rebelle, illustrant la complexité des engagements humains dans ce conflit. Le point d'orgue de ces alliances fut sans doute la bataille décisive de Yadkin en 1781, suivie du siège de Yorktown, où l'intervention combinée de la flotte française et des forces terrestres américaines permit de vaincre définitivement l'armée britannique. Cet épisode marqua la fin effective des grandes hostilités et ouvrit la voie aux négociations de paix. La reconnaissance internationale des États-Unis s'en trouva grandement facilitée par le poids politique de la France et de ses alliés. Le traité de Paris, signé en 1783, sanctionna officiellement la souveraineté des États-Unis, tandis que la diplomatie française obtint des concessions territoriales importantes. Cette reconnaissance fut un jalon crucial pour légitimer la nouvelle nation sur la scène mondiale et instaura une nouvelle dynamique dans les relations internationales. L'étude des alliances révèle donc que la naissance des États-Unis n'était pas seulement le fruit d'un combat intérieur, mais aussi le résultat d'un réseau complexe de relations et d'intérêts internationaux. La solidarité apportée par des nations engagées permet de comprendre que cette révolution fut un événement global, dont les retombées dépassèrent largement les frontières nord-américaines. L'atmosphère d'entraide et de confrontation qui caractérisa ces alliances préfigure les rapports diplomatiques qui allaient influencer les développements futurs dans la région. Cette première étape vers la reconnaissance d'une nouvelle puissance en gestation pose les bases du rôle que les États-Unis allaient tenir dans les siècles à venir. Afin de saisir pleinement ces dynamiques, il est utile de poursuivre l'examen des étapes internes qui suivirent cette période d'appui extérieur décisif. L'évolution des institutions américaines et la consolidation de leur identité politique, ainsi que la continuité des défis rencontrés dans la construction nationale, complètent ainsi la compréhension de ce moment fondateur. La transition vers cette phase nécessite une attention renouvelée sur la manière dont les idéaux de liberté et les réalités politiques se sont conjugués pour orienter l'établissement des nouveaux modes de gouvernance. Il convient donc d'aborder l'Assemblée constitutionnelle et les débats qui s'ensuivirent afin de compléter cette fresque historique. Les défis internes pendant la Révolution. Les divisions politiques s'exprimèrent à travers plusieurs lignes de fracture, notamment entre les loyalistes, ceux qui demeuraient fidèles à la couronne, et les patriotes, favorables à la rupture avec la Grande-Bretagne. Ces deux camps ne se limitaient pas à des oppositions théoriques, mais engendrèrent des conflits internes, parfois violents, qui compliquaient la situation militaire et sociale. Les loyalistes, estimant souvent que leur sécurité et leur prospérité dépendaient de l'ordre établi, organisèrent des milices pour soutenir l'armée britannique, provoquant localement des affrontements directs avec les partisans de la Révolution. Par ailleurs, la question sociale ajouta une autre couche de difficultés. Les colonies comprenaient des élites commerçantes et terriennes, des artisans, des fermiers, mais également une population d'esclaves et d'indigènes dont la place dans le projet révolutionnaire restait ambiguë.
L'inclusion de ces groupes au sein de la lutte pour l'indépendance était partielle et souvent contradictoire. Tandis que certains leaders de la Révolution évoquaient des principes universels de liberté, la réalité économique et sociale imposait des compromis, notamment avec la poursuite de l'esclavage dans plusieurs colonies. La gestion des ressources pour soutenir l'effort de guerre fut également un défi majeur. Privées des circuits commerciaux traditionnels contrôlés par la Grande-Bretagne, les colonies durent développer leurs propres moyens d'approvisionnement en armes, nourriture et matériel. Cela impliqua l'organisation d'un système logistique complexe, limité par les infrastructures encore rudimentaires et une mobilisation humaine variable. Le Congrès continental, qui joua un rôle central, tenta de centraliser les efforts, mais fut souvent confronté à un manque de moyens financiers et à une résistance locale à la taxation et à la contribution obligatoire. Les difficultés économiques ne se résumèrent pas uniquement à la pénurie de ressources militaires. La guerre provoqua une instabilité monétaire, avec des émissions répétées de papier-monnaie non toujours garanties, ce qui accrut l'inflation et nuisit à la confiance des habitants. Cette situation compromettait tant la capacité des autorités à financer l'armée que la vie quotidienne des populations civiles. Les disparités régionales s'amplifièrent, certaines régions profitant davantage des échanges avec l'étranger, tandis que d'autres souffraient d'un isolement plus marqué. L'organisation politique au sein des colonies fut un autre point délicat. Le passage d'une structure coloniale sous autorité britannique à un gouvernement indépendant demandait la création de nouvelles institutions adaptées. Chacune des colonies avait ses propres traditions de gouvernance et ses régulations locales, ce qui compliqua la mise en place d'un système fédéral cohérent. Le Congrès continental servit de cadre pour coordonner les efforts, mais certaines décisions furent difficiles à appliquer uniformément. Cette expérimentation politique, même si elle parvint à produire des résultats historiques, fut jalonnée de débats passionnés sur la nature du pouvoir et les droits des individus. Les conflits internes ne se limitèrent pas à des oppositions politiques ou sociales, mais touchèrent aussi les stratégies militaires. La coordination entre les différentes milices coloniales et l'armée continentale, commandée notamment par George Washington, n'était pas toujours optimale. Chaque groupe disposait de ses propres objectifs et méthodes, ce qui ralentissait parfois les opérations et créait des tensions entre chefs militaires. De plus, la nécessité d'adopter des tactiques adaptées au territoire varie selon les régions. Des basses artères côtières au relief montagneux, compliquant la planification d'actions offensives ou défensives. En dépit de ces défis intérieurs, la détermination des colons à poursuivre leur combat pour la liberté resta intacte. Le sentiment identitaire, bien que fragmenté au départ, s'affirma progressivement sous l'impulsion de la déclaration d'indépendance signée en 1776. Ce texte fondamental permit d'unifier une partie importante de la population autour d'un idéal partagé, quelles que soient leurs origines ou professions. Il posa également les bases pour la construction d'une nation fondée sur des principes de liberté et d'égalité, même si ces idéaux furent mis à l'épreuve et questionnés dans les années suivantes. Le soutien extérieur joua un rôle non négligeable dans la gestion de ces difficultés internes. L'alliance avec la France, officialisée en 1778, offrit aux colonies des ressources supplémentaires dont elles avaient grandement besoin. Ce partenariat apporta notamment des armes, des hommes et un soutien financier, équilibrant ainsi quelque peu les forces face aux troupes britanniques. Toutefois, cette aide fut également accompagnée de contraintes politiques et diplomatiques, obligeant les dirigeants révolutionnaires à naviguer avec prudence entre aspirations nationales et réalité internationale. Le poids des sacrifices personnels permit aussi de tenir face aux obstacles. Les familles s'organisèrent pour maintenir les fermes et les commerces, pendant que les hommes partaient au combat. Les femmes, souvent oubliées dans ces récits, jouèrent un rôle crucial dans la résilience des communautés, assumant des responsabilités supplémentaires et participant parfois directement à l'effort de guerre par des initiatives de soutien logistique. Le tissu social, bien que mis à rude épreuve, sut se renouveler pour accompagner ce moment historique. L'ensemble de ces défis internes expose ainsi la complexité de la Révolution américaine. Il ne s'agissait pas simplement d'une opposition entre deux États,
mais d'un processus dynamique impliquant des acteurs multiples aux intérêts contradictoires. La réussite finale de cette entreprise fut le fruit d'une capacité à concilier ces tensions, à dépasser les divisions tout en construisant peu à peu les bases d'une nouvelle nation. Cette période historique, tout en évoquant les conflits et les obstacles, révèle également une formidable capacité d'adaptation et d'innovation politique. Cette compréhension des difficultés internes apporte une perspective essentielle pour saisir la profondeur du combat mené. La Révolution ne se limita pas au champ de bataille. Elle fut aussi une élaboration collective d'un modèle de société. Chaque compromis trouvé, chaque décision prise, porte la trace des débats intenses qui agitèrent les colonies. La naissance des États-Unis est ainsi indissociable de cette longue et difficile maturation politique et sociale. Dans cette optique, il apparaît clair que la cohésion acquise au terme de la Révolution représente un acquis fragile, construit sur un équilibre instable entre diverses forces et idées. Cela explique pourquoi les premières années de la nouvelle nation furent marquées par de nombreux ajustements législatifs et institutionnels, ainsi que par des tensions qui ne disparurent pas avec la signature du traité de Paris en 1793. Cette phase post-révolutionnaire fut cruciale pour transformer les aspirations en réalité durables, en s'appuyant sur les leçons tirées des défis passés. Ainsi, la période de la Révolution américaine peut être perçue non seulement comme une guerre d'indépendance, mais aussi comme un vaste chantier de reconfiguration interne. La résolution de conflits politiques, sociaux et économiques fut nécessaire pour donner corps à l'idéal proclamé dans la Déclaration. Les efforts conjoints des individus et des institutions mirent en lumière l'importance de la solidarité et de la gouvernance partagée dans un contexte de grande incertitude. Enfin, l'étude de ces défis internes souligne l'importance de la participation collective et de la mobilisation quotidienne dans la construction des États-Unis. Ce furent les décisions prises au sein des assemblées locales, les débats entre citoyens engagés, ainsi que la capacité à gérer les différences qui permirent d'avancer vers une identité commune. La révolte contre la couronne fut donc aussi un apprentissage politique et social aux dimensions profondément modernes, dont les répercussions se font sentir encore aujourd'hui. Cette exploration détaillée des tensions et réalités internes prépare à comprendre les phases ultérieures du processus révolutionnaire, notamment les moments décisifs des grandes batailles et la consolidation du nouvel ordre politique. La continuité de cette réflexion permettra d'appréhender plus pleinement le chemin parcouru par cette jeune nation, qui malgré toutes ses contradictions, a su s'imposer comme un acteur majeur de l'histoire mondiale. La fin du conflit et le traité de paix. La conclusion de la guerre d'indépendance américaine se situe dans une période complexe où les efforts militaires et diplomatiques se sont entremêlés pour sceller le destin des colonies d'Amérique du Nord. Après plusieurs années de combats acharnés, les combats ont progressivement perdu leur intensité, aboutissant à une négociation qui marquerait la naissance officielle des États-Unis d'Amérique. La dernière phase de cette guerre s'est caractérisée par une série d'événements militaires décisifs et de pourparlers diplomatiques qui ont posé les bases d'un traité de paix durable. Au cours de l'année 1781, la situation sur le terrain a commencé à se retourner en faveur des colonistes. Le siège de Yorktown, qui s'est déroulé en automne, a constitué un tournant majeur. Les forces combinées des troupes américaines, sous le commandement de George Washington, et des alliés français, dirigés par le général Rochambeau, ont encerclé l'armée britannique commandée par le général Cornwallis. Cette opération coordonnée a abouti à la capitulation des Britanniques, mettant fin aux grandes opérations militaires ouvertes sur le territoire. La victoire à Yorktown a renforcé la position des colonies dans les négociations à venir, envoyant un signal clair que la Grande-Bretagne devait envisager un règlement politique. Parallèlement à ces événements militaires, un groupe de négociateurs a été chargé de représenter les colonies dans les discussions diplomatiques. Parmi eux figuraient John Adams, Benjamin Franklin et John Jay, des hommes de grande expérience et de discernement politique. Leur mission était délicate, car ils devaient obtenir des conditions favorables
tout en anticipant les intérêts des puissances européennes impliquées. La France, qui s'était engagée aux côtés des colons, cherchait également à contenir l'expansion britannique tout en garantissant sa propre influence dans la région. Les négociations s'échelonnèrent sur plusieurs mois, chacune marquée par des compromis difficiles mais nécessaires. Le traité de Paris, signé le 3e septembre 1783, a formalisé la fin du conflit. Ce document capital établissait que la Grande-Bretagne reconnaissait l'indépendance des 13 colonies, désormais constituées en une nation souveraine. La frontière des nouveaux États-Unis s'étendait de l'Atlantique à l'est jusqu'au fleuve Mississippi à l'ouest, élargissant considérablement le territoire des colonies indépendantes. Ce traité incluait également des clauses sur les droits de pêche, le retour des biens confisqués et la résolution des dettes contractées avant la guerre. Ces points étaient essentiels afin d'éviter d'éventuels futurs conflits et d'assurer une coexistence pacifique. Notons que ce traité fut également un exemple précoce de la complexité des relations internationales post-guerre. Il fut accueilli avec suspicion par certains au sein de la Grande-Bretagne, où l'on estimait que les concessions avaient été trop généreuses. Pourtant, il a ouvert la voie à une nouvelle ère politique et économique pour les États-Unis. Le nouveau pays devait désormais relever les défis de l'unification interne, de la création d'un gouvernement stable et de la négociation de ses relations extérieures en tant qu'entité indépendante. Ce fut le début d'un long processus qui façonnerait l'identité américaine moderne. Au-delà de ses implications immédiates, le traité symbolisait une victoire de principes nouveaux. L'idée que des colonies pouvaient se libérer du joug impérial et former une démocratie fondée sur des droits inaliénables représentait une innovation politique pour l'époque. Cette résolution fut inspirée par les débats et les idéaux exprimés dans la déclaration d'indépendance adoptée 7 années auparavant, qui plaçait la liberté et l'égalité au cœur du projet national. Le traité a ainsi concrétisé la vision d'une société nouvelle, où la souveraineté du peuple devait primer sur l'autorité monarchique. Il convient également d'examiner les conséquences sociales et économiques de cette paix. La guerre avait profondément affecté la vie des habitants des colonies, provoquant des pertes humaines, la destruction des infrastructures et des perturbations commerciales. La signature du traité a permis de restaurer la sécurité, encourager le développement économique et attirer des immigrants désirant participer à la construction de cette nouvelle nation. Toutefois, les tensions internes persistèrent, notamment en ce qui concerne la question de l'esclavage, qui restait un défi majeur, non résolu à ce moment. Par ailleurs, les relations avec les peuples autochtones ont été un aspect complexe de cette période. Les Amérindiens, qui avaient souvent été pris dans les conflits entre Britanniques et colons, se retrouvaient dès lors à négocier leur place dans un territoire en mutation rapide. Le traité ne tenait pas compte de leurs intérêts, ce qui a conduit à des tensions croissantes dans les années suivantes, soulignant les limites du nouvel ordre mis en place. Cette marginalisation a marqué un aspect souvent négligé, mais crucial de la formation des États-Unis. Les alliances forgées pendant la guerre, notamment avec la France, ont aussi évolué après la paix. Alors que la France avait joué un rôle déterminant dans la victoire américaine, son soutien financier et militaire avait contribué à aggraver ses propres difficultés économiques. Le succès américain ne conduisit pas immédiatement à une alliance solide, mais plutôt à une relation diplomatique fluctuante qui révéla les intérêts géopolitiques divergents des deux nations. Ces dynamiques illustrent la complexité des équilibres internationaux nés de la Révolution américaine. La Constitution américaine, élaborée dans les années qui suivirent, devait intégrer les leçons du conflit et les aspirations nées de la guerre. L'expérience militaire et diplomatique influença directement la structure gouvernementale, axée sur la séparation des pouvoirs et la garantie des droits citoyens. La fin du conflit et le traité de paix ont été le prélude indispensable à cette étape cruciale, symbolisant non seulement la cessation des hostilités, mais aussi l'amorce d'une construction politique nouvelle qui allait marquer durablement l'histoire mondiale. Ainsi, le processus de paix, bien que complexe et source de nombreux défis,
a établi les fondations d'un État indépendant, reconnu internationalement, prêt à affronter les enjeux futurs. Le traité de Paris reste un moment charnière, illustrant la façon dont des intérêts divergents peuvent être conciliés à travers la diplomatie et la négociation. Cette étape met un terme à une période de violence pour ouvrir un nouveau chapitre, celui de la nation américaine en devenir, avec ses promesses et ses difficultés. Ce récit nous conduit naturellement à explorer les premières années de cette république naissante et les défis qu'elle a dû surmonter pour s'affirmer pleinement. La construction des institutions américaines. La période suivant la guerre d'indépendance américaine est marquée par une quête complexe et déterminée pour établir un ordre politique stable et durable, capable de soutenir la jeune nation. Après le cessez-le-feu contre la couronne britannique, les 13 colonies se retrouvent face au défi majeur de créer des structures gouvernementales qui reflètent leurs idéaux de liberté et de représentation, tout en assurant une certaine cohésion entre elles. Cette entreprise de construction institutionnelle révèle l'équilibre délicat entre souveraineté locale et unité nationale. Au cœur de cette étape cruciale, la rédaction des articles de la Confédération apparaît comme la première tentative d'organiser les relations entre les États nouvellement indépendants. Adoptés dans l'année 1761, ces articles définissent un congrès confédéral doté de pouvoirs limités, ce qui traduit la peur profonde de reproduire les abus perçus du régime britannique. Chaque État conserve ainsi une autonomie presque totale, ce qui, paradoxalement, pose rapidement des problèmes d'efficacité et de coopération, notamment dans la gestion des finances et la conduite des affaires étrangères. Face à ces difficultés, les dirigeants de l'époque prennent conscience de la nécessité de renforcer le gouvernement central. Le Congrès de la Confédération s'avère souvent impuissant, incapable d'imposer des taxes ou de réguler le commerce interétatique. Cette faiblesse institutionnelle provoque une instabilité inquiétante, alimentée par des conflits économiques locaux et une menace persistante de troubles sociaux. Dans ce contexte, l'apparition d'un consensus sur l'importance d'un système fédéral plus puissant se fait progressivement jour parmi les États-membres. Le sommet de cette prise de conscience est atteint lors de la Convention de Philadelphie en 1787. Cette réunion réunit plusieurs figures majeures de la politique américaine, telles que George Washington, James Madison et Benjamin Franklin, qui redéfinissent les principes fondamentaux du gouvernement. Leur objectif est clair: concevoir une constitution capable de garantir un équilibre entre pouvoir central et droit des États, tout en instituant les mécanismes nécessaires à la longévité de la nation. Le débat y est intense, articulé autour de la séparation des pouvoirs et de la représentation démocratique. L'une des innovations majeures de cette constitution est l'introduction d'un système de freins et contrepoids, répartissant l'autorité entre une branche exécutive, présidée par un président, une assemblée législative bicamérale, composée d'un Sénat et d'une Chambre des représentants, ainsi qu'une branche judiciaire indépendante. Ce dispositif vise à prévenir toute forme de concentration excessive du pouvoir, en assurant que chaque branche puisse modérer les actions des autres. Ce principe fondateur participe à forger une idée moderne de gouvernement, respectueuse des droits tout en efficace dans sa gouvernance. Par ailleurs, la Constitution établit un fédéralisme novateur, accordant à chaque État une souveraineté limitée dans son cadre territorial, tout en déléguant au gouvernement fédéral des compétences précises et essentielles, notamment en matière de défense et de commerce. Cette répartition des pouvoirs reflète le compromis nécessaire entre les intérêts locaux et la nécessité d'une nation unie. Ce pacte fédéral repose sur une vision d'union volontaire mais structurée, caractéristique fondamentale de l'identité politique américaine qui persiste jusqu'à aujourd'hui. La ratification de la Constitution ne va pas sans résistance. Plusieurs États expriment leurs inquiétudes concernant le risque d'un pouvoir central envahissant, craignant que leur liberté ne soit menacée. Ces appréhensions conduisent à la création des fédéralistes et des antifédéralistes, deux camps opposés dans le débat public.
Ceux-ci argumentent sur les garanties à prévoir pour protéger les citoyens, alimentant un dialogue démocratique intense qui aboutira à l'adoption des 10 premiers amendements, connus sous le nom de Bill of Rights. Le Bill of Rights, ratifié en 1790, constitue une avancée décisive dans la consolidation des institutions américaines. Il énonce de façon claire les droits individuels essentiels, tels que la liberté d'expression, la liberté de religion et le droit à un procès équitable. Ces garanties répondent aux craintes d'un État potentiellement tyrannique et renforcent la confiance des citoyens dans leur gouvernement. De plus, il montre l'attention portée dès l'origine à la protection des libertés fondamentales au cœur du modèle américain. En parallèle, la mise en place des institutions exécutives prend forme avec l'élection de George Washington comme premier président des États-Unis. Son rôle ne se limite pas à une fonction protocolaire. Il incarne l'unité nationale naissante et établit des pratiques présidentielles qui deviendront des traditions pérennes. Sa modération dans l'exercice du pouvoir et son respect des institutions contribuent grandement à légitimer la nouvelle constitution auprès d'une population encore méfiante envers tout type d'autorité centralisée. Le développement des premières institutions fédérales donne naissance à un État qui cherche à concilier efficacité administrative et respect des pluralismes régionaux. Les différentes branches du gouvernement, avec leurs compétences définies, s'efforcent de répondre aux exigences posées par une société diverse en pleine expansion territoriale et économique. Cette dynamique institutionnelle est fondamentale dans le développement des États-Unis, posant les fondations d'un système politique capable d'évoluer au fil du temps. Cette évolution institutionnelle est aussi indissociable du contexte social et économique, marqué par la diversification croissante des activités, la croissance démographique et l'ouverture vers l'Ouest. Les lois élaborées dans cette période prennent en compte ces transformations, réfléchissant à une organisation plus juste et équitable. La représentation politique et les mécanismes électoraux sont adaptés pour intégrer progressivement un nombre croissant de citoyens, jetant ainsi les bases d'une démocratie représentative inclusive. Enfin, l'expérience américaine dans cette phase de construction institutionnelle présente une singularité qui a influencé au-delà des frontières. La volonté d'établir un gouvernement fondé sur la séparation des pouvoirs, les droits individuels et le fédéralisme s'est imposée comme un modèle pour de nombreuses nations. Malgré les défis et les remises en question, cette étape crée un système capable de s'adapter et de survivre, témoignant d'une innovation politique profonde. En somme, la construction des institutions américaines après l'indépendance constitue un processus riche et complexe. La transition d'un système confédéral fragile à une fédération organisée, appuyée par une constitution innovante et un Bill of Rights protecteur, reflète une détermination à créer un État équilibré et pérenne. Cette période définit non seulement la structure politique des États-Unis, mais aussi les valeurs fondamentales qui guideront leur trajectoire future. Ces acquis historiques préparent ainsi le terrain pour les enjeux suivants dans l'évolution de cette jeune nation. L'héritage de la Révolution américaine. La Révolution américaine représente un moment décisif dans l'histoire mondiale, non seulement en définissant les contours d'un nouvel État, mais aussi en insufflant des idéaux durables qui ont traversé les époques. La lutte engagée au XVIIIe siècle par les 13 colonies de l'Amérique du Nord contre la couronne britannique a abouti à un bouleversement profond des structures politiques et sociales. L'insurrection s'est intensifiée progressivement, avec des étapes marquantes comme l'adoption de la Déclaration d'indépendance en 1776, acte fondateur qui a proclamé la souveraineté des États-Unis d'Amérique. Ce document, rédigé essentiellement par Thomas Jefferson, s'est appuyé sur des principes philosophiques établissant que tous les hommes naissent égaux et que leur droit à la liberté est inaliénable. Au-delà de son impact immédiat, cette révolution a suscité une réévaluation mondiale des notions de gouvernance et de droit naturel. La guerre d'indépendance a révélé la possibilité pour un peuple colonisé de se libérer par la force armée et la négociation politique. La bataille de Yorktown, en 1781,
a marqué la victoire décisive des insurgés américains soutenus par des alliés étrangers, notamment la France, alors engagée dans une rivalité directe avec l'Angleterre. Ce soutien international a accentué la portée globale du conflit, en démontrant que la volonté d'émancipation nationale pouvait influencer l'équilibre des puissances européennes. Les traités qui ont suivi ont confirmé la reconnaissance formelle de cette émergence étatique nouvelle. La jeune République a entrepris la difficile tâche de construire ses institutions sur des bases innovantes, conciliant les idéaux démocratiques avec la nécessité d'une organisation fédérale. La Constitution adoptée en 1787 a posé un cadre durable, définissant la séparation des pouvoirs et établissant un système de freins et contrepoids. Ce modèle a servi d'exemple pour nombre de nations en quête d'autonomie. L'héritage intellectuel de cette révolution repose sur la mise en avant de la souveraineté populaire, par opposition à la monarchie absolue, et la légitimation juridique des droits civiques. Ces idées sont devenues le ferment de mouvements réformateurs et révolutionnaires à travers le continent européen et au-delà. En matière sociale, la Révolution a cependant laissé des contradictions et des défis non résolus. Si l'égalité était proclamée, l'esclavage persistait dans de nombreuses parties du territoire, posant une fissure durable dans les principes affichés. Les débats autour de la citoyenneté et des droits des populations autochtones témoignent aussi des limites de l'émancipation réalisée. Néanmoins, ces tensions ont alimenté la dynamique évolutive de la société américaine, donnant lieu à des réformes progressives au fil des décennies. Ainsi, la Révolution ne se conçoit pas uniquement comme un événement ponctuel, mais comme un processus dynamique marqué par des avancées et des résistances. Les idéaux portés par la Révolution américaine ont eu un retentissement international considérable. Des mouvements d'indépendance en Amérique latine jusqu'aux révolutions européennes, les principes de liberté et d'autodétermination ont inspiré de nombreuses luttes. La proclamation des droits de l'homme et du citoyen en France, en 1789, témoigne des échanges intellectuels entre ces deux continents, où les idées circulaient et se nourrissaient mutuellement. La Révolution américaine a ainsi catalysé une redéfinition globale des rapports entre gouvernés et gouvernants, ouvrant la voie vers la modernité politique. La construction nationale américaine a aussi donné naissance à une culture politique particulière, fondée sur le fédéralisme et la décentralisation, qui a su évoluer dans un cadre démocratique. Ce modèle a permis d'intégrer progressivement des territoires nouveaux et de gérer des conflits internes par le débat institutionnel. Ainsi, des événements majeurs tels que la guerre de sécession, beaucoup plus tard, peuvent être perçus comme des prolongements de ces questionnements sur l'unité et la liberté. Ce processus complexe illustre la vitalité du système américain, capable d'adaptation tout en restant fidèle à ses principes fondateurs. Les institutions créées lors de cette période ont encouragé le développement économique et social, faisant des nouveaux États-Unis un acteur majeur sur la scène mondiale. La liberté d'entreprendre et la protection des droits personnels ont attiré population et capital, contribuant à la croissance rapide du territoire. Par ailleurs, la diplomatie américaine a été façonnée par cette première expérience, cherchant à équilibrer l'influence des grandes puissances tout en affirmant son autonomie. Cette posture particulière influence encore la politique extérieure américaine, qui s'appuie sur une idéologie de promotion des droits et des libertés. À travers le temps, les principes de liberté, d'égalité et de fraternité ont inspiré non seulement les Américains eux-mêmes, mais aussi les populations du monde entier. Chaque génération a interprété ces idées à sa manière, cherchant à les adapter aux contextes sociaux et politiques changeants. Ce processus de relecture et de contestation montre que la Révolution américaine demeure un espace de réflexion et de mobilisation. L'exemple américain invite à considérer la démocratie comme un projet vivant, nécessitant vigilance et engagement permanent. Ce regard sur la Révolution permet de comprendre comment un événement local peut devenir un tremplin pour des changements globaux. La capacité des acteurs de cette époque à imaginer un nouveau modèle et à le mettre en œuvre malgré les obstacles incarne une source d'inspiration pour nombre d'autres sociétés
en quête d'émancipation. L'étude de ce moment historique révèle aussi les complexités inhérentes à toute transformation politique majeure, où se mêlent espoir et réalité, avantages et défis. Cela enrichit la compréhension de l'histoire et de ses implications contemporaines. En ce sens, la Révolution américaine s'apparente à une leçon de persévérance dans la quête de justice et de liberté. Elle enseigne que ces valeurs ne sont jamais définitivement acquises, mais doivent être entretenues par des institutions solides et une société civile active. La tradition démocratique américaine, bien qu'imparfaite, témoigne de cette nécessité de participation constante. Cela permet de nourrir un avenir où les droits individuels et collectifs sont respectés et où la diversité des opinions est reconnue comme un atout plutôt qu'un obstacle. Le rôle des personnalités historiques associées à cette révolution est également essentiel. Des figures comme George Washington, Benjamin Franklin ou John Adams ont incarné à la fois la détermination et la modération nécessaires pour réussir une transformation pacifique du pouvoir. Leur héritage dépasse la simple mémoire nationale pour toucher au fondement même de la gouvernance moderne. L'étude de leurs actions et idées permet de saisir la complexité des choix effectués et les compromis réalisés afin de garantir la survivance du projet révolutionnaire. Cette réflexion prépare naturellement à explorer comment ces institutions et valeurs ont évolué au fil du temps, en réponse aux défis internes et externes. La consolidation du pouvoir fédéral, la gestion des conflits sociaux, les transformations économiques et culturelles, autant de questions qui ont façonné la continuation de cette histoire après l'indépendance. Chaque étape a contribué à renforcer ou réinterpréter l'héritage originel dans un monde en constante mutation. Cela constitue la trame des développements que nous verrons en détail dans la suite de cet exposé. Réflexion sur la formation d'une nation. L'histoire de la création des États-Unis est un exemple majeur de la manière dont des événements politiques, économiques et sociaux complexes peuvent converger pour engendrer une transformation profonde d'une société. À la fin du XVIIIe siècle, les 13 colonies britanniques situées sur le continent nord-américain traversaient une période particulièrement cruciale. Elles étaient confrontées à un régime colonial qui imposait taxes et restrictions sans leur offrir une représentation politique adéquate au Parlement britannique. Cette situation fut à l'origine d'un mécontentement grandissant qui se traduisit progressivement par une remise en cause des relations avec la métropole. Les tensions prirent forme autour de diverses mesures fiscales adoptées par la couronne, notamment le Stamp Act et les Townshend Acts. Ces lois instituaient des taxes sur les papiers officiels, le thé et d'autres marchandises, ce qui provoqua une opposition unanime parmi les colons. Bien que la motivation première fût économique, ce conflit révéla également un enjeu politique majeur, celui de la légitimité de la gouvernance. Les colons revendiquaient le droit d'être représentés dans les décisions qui affectaient directement leur vie, illustrant la célèbre expression « pas de taxation sans représentation ». Le mouvement vers l'indépendance prit une ampleur exceptionnelle avec l'organisation de congrès et de réunions locales, renforçant la solidarité entre les colonies. La convocation du premier congrès continental en 1774 marqua une étape essentielle, offrant un forum pour la concertation des revendications et la mise en place de stratégies communes. Un an plus tard, la situation s'envenima. Des affrontements armés éclatèrent alors que les troupes britanniques tentaient de réprimer les actes de résistance. Ces premières escarmouches précédèrent une révolte généralisée qui allait durer plusieurs années. Le 17 juin 1779 vit une bataille décisive à Bunker Hill, démontrant la détermination des insurgés à défendre leurs convictions. Malgré leur défaite tactique, les forces coloniales en tirèrent un encouragement moral important. Cette période fut également marquée par des débats intenses autour de la nécessité de forger une identité commune, au-delà des différences territoriales et économiques. La notion d'une nation américaine commença à s'imposer, avec un projet politique fondé sur les principes d'autonomie et de démocratie. Le 30 juin 1761, Thomas Jefferson fut chargé de rédiger un document fondamental,
destinée à exprimer officiellement la volonté d'indépendance. La déclaration d'indépendance, adoptée le 4 juillet 1775, exposa clairement les griefs contre le roi George III et affirma le droit inaliénable des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce texte marqua non seulement un acte de rupture, mais aussi une affirmation de valeurs universelles telles que la liberté et l'égalité. Il resta un symbole fort tout au long du conflit et au-delà. La guerre d'indépendance, qui dura 8 années, fut jalonnée de moments clés parmi lesquels les victoires de Saratoga et la difficile campagne d'hiver à Valley Forge. Le soutien militaire et financier de la France fut déterminant pour surmonter les difficultés. Les alliances conclues permirent de renforcer la capacité stratégique des insurgés face à un adversaire mieux équipé. Le siège de Yorktown en 1781 constitua l'aboutissement militaire de la lutte, avec la reddition des troupes britanniques, ouvrant la voie à des négociations diplomatiques. Les traités de Paris signés en 1783 mirent officiellement fin au conflit, reconnaissant la souveraineté des États-Unis. À partir de ce moment, la construction politique du jeune État commença en s'appuyant sur des institutions repensées, destinées à éviter les excès d'un pouvoir central trop fort ou arbitraire. La Constitution américaine, adoptée en 1787, établit un équilibre entre pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, en s'inspirant des idées des Lumières, tout en tenant compte des réalités pratiques. Ce processus ne fut pas exempt de contradictions ou de tensions, notamment en ce qui concernait la question de l'esclavage et la place des populations autochtones. Ces contradictions révèlent que la naissance d'une nation est souvent marquée par des compromis et des défis à relever sur le long terme. Comprendre cette complexité historique sans idéaliser l'origine permet de saisir à quel point le projet américain fut une entreprise délicate et dynamique, reflétant à la fois les aspirations et les limites de son époque. En conclusion, la jeunesse des États-Unis illustre la capacité de communautés diverses à s'unir autour d'un objectif commun en surmontant des obstacles considérables. La combinaison d'un refus de domination, de revendications politiques explicites et de mobilisation militaire rigoureuse aboutit à un changement historique majeur. Ce récit offre une perspective apaisée, où la richesse des faits s'exprime sans lyrisme excessif, et où l'on peut apprécier les étapes clés d'un événement central dans l'histoire contemporaine. Ainsi, cette réflexion prépare le terrain pour l'exploration des développements ultérieurs des institutions américaines et leur impact sur la scène internationale.